Imagine un instant que tu sois un soldat, immobile, le cœur battant trop vite, les mains moites autour d'un fusil chargé, face à d'autres hommes exactement comme toi, et que tout ce qui te sépare de l'ordre de tirer soit une poignée de secondes, peut-être moins, quand soudain quelqu'un quitte la foule derrière toi et s'avance là où personne n'est censé se tenir. Ce n'est pas un officier, ce n'est pas un messager, ce n'est pas un drapeau blanc. C'est une femme, seule, sans protection, qui marche lentement vers l'espace vide entre les deux armées. Cet endroit précis où une balle perdue suffirait à transformer un corps en preuve de trop. Autour d'elle, le silence devient presque insupportable. Les respirations se bloquent, les doigts se crispent sur les détentes. Et pendant quelques secondes qui semblent interminables, personne ne sait s'il faut tirer, crier, courir ou détourner le regard. Parce que tirer sur une femme désarmée n'est pas un acte de guerre. C'est autre chose. Quelque chose que même la discipline militaire n'explique pas. On raconte que ce jour-là, personne n'a tiré, que les armes se sont lentement abaissées, que la bataille n'a jamais eu lieu, et que la guerre s'est arrêtée avant même d'avoir commencé. Non pas par peur, mais parce que quelqu'un a osé briser la logique même de la violence. Cette histoire, elle circule depuis des décennies, parfois racontée comme un fait réel, parfois comme une légende, mais toujours avec la même promesse dangereuse, celle de croire qu'un seul geste, parfaitement placé, pourrait suffire à arrêter une guerre. Le problème, c'est que personne ne sait dire où cela se serait passé, ni quand, ni même si cette femme a réellement existé. Et pourtant, cette histoire continue d'être répétée, transmise, parce qu'au fond, on a tous besoin de croire que la guerre peut s'arrêter autrement que par un massacre. Et c'est précisément là que commence la vraie histoire. Parce qu'en 2003, dans un pays ravagé par 14 années de guerre civile, une guerre parmi les plus violentes de l'Afrique de l'Ouest, une femme bien réelle a prouvé que ce que la légende promettait pouvait exister, mais à un prix beaucoup plus élevé, beaucoup plus lent et infiniment plus courageux. Cette femme s'appelait Leymah Gbowee, et à ce moment-là, rien ne la destinait à entrer dans l'histoire. Le Libéria était alors un pays ravagé, brisé par deux guerres civiles successives, où les enfants soldats étaient devenus une image presque banale, où les viols étaient utilisés comme armes de guerre, où la peur faisait partie du quotidien, au point que survivre, simplement survivre, était déjà un acte d'endurance. Leymah Gbowee n'était ni politicienne, ni militaire, ni militante reconnue, mais une mère, une femme ordinaire profondément marquée par ce qu'elle voyait autour d'elle, par ce que la guerre faisait aux enfants qu'elle aidait dans son travail social, par ce que la guerre faisait aux hommes transformés en bourreaux, et par ce qu'elle faisait aux femmes réduites au silence. Il n'y a pas eu de révélation spectaculaire, pas de scène héroïque au sens classique, seulement un moment d'épuisement total, un point de rupture intime, où elle a compris que continuer à attendre que quelqu'un d'autre agisse revenait à accepter que la guerre continue indéfiniment. Alors elle a commencé à réunir des femmes, sans distinction de religion, sans distinction de communauté, des chrétiennes et des musulmanes qui, jusque-là, vivaient séparées par la méfiance et la peur, mais qui partageaient toutes la même lassitude face à la violence. Elles ont prié ensemble, chanté ensemble, porté des vêtements blancs en signe de deuil et de paix, et se sont installées dans l'espace public, non pas pour menacer, mais pour être vues jour après jour, sous le soleil écrasant comme sous la pluie, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Personne ne les a prises au sérieux au début, parce qu'elles n'avaient ni armes, ni argent, ni pouvoir institutionnel, seulement une présence obstinée et une détermination calme. Mais cette persévérance a fini par fissurer l'indifférence générale. Lorsque les femmes ont annoncé une grève du sexe, le geste a été moqué, caricaturé, mais le message était clair. Tant que la guerre continuerait, la vie normale serait suspendue,
et aucun retour à l'ordre ne serait possible sans la paix. La pression a fini par devenir telle que le président de l'époque, Charles Tyler, a accepté d'ouvrir des négociations. Mais même alors, les discussions ont traîné, repoussé, vidé de leur urgence, comme si la guerre pouvait encore attendre. C'est à ce moment-là que Leigh Bowie et les autres femmes ont franchi une nouvelle étape, en se rendant sur le lieu même des négociations, en encerclant le bâtiment et en refusant d'en bouger, bloquant physiquement le processus tant qu'un accord réel ne serait pas trouvé. Lorsque les hommes armés ont tenté de les intimider, Leigh Bowie a fait un pas en avant et a menacé de se déshabiller. Un geste qui, dans la culture libérienne, représente un tabou si fort qu'il en devient une forme de malédiction symbolique, provoquant la panique et le recul immédiat de ceux qui faisaient face à ces femmes désarmées, mais inébranlables. Les négociations ont alors repris sérieusement. Et quelques semaines plus tard, un accord de paix a été signé, mettant fin à 14 années de guerre civile. Leigh Bowie recevra plus tard le prix Nobel de la paix, non pas parce qu'elle aurait accompli un miracle instantané, mais parce qu'elle a incarné une autre manière de résister à la guerre, une manière lente, collective, exigeante, qui demande de tenir quand tout pousse à abandonner. La légende de la femme qui s'avance seule entre deux armées nous rassure parce qu'elle nous promet une solution simple et immédiate, tandis que l'histoire de Leigh Bowie nous rappelle que la paix est rarement un moment, mais presque toujours un processus fait de courage répété, d'organisation patiente et d'une humanité obstinée face à la violence. Et si la femme, entre les armées, n'a peut-être jamais existé exactement comme on la raconte, ce qu'elle représente, cette idée qu'un refus humain peut encore faire vaciller la guerre, est bel et bien réelle. Parce qu'en 2003, des femmes ont prouvé, sans armes et sans pouvoir officiel, que même face au fusil, la détermination pouvait encore l'emporter. Et si cette histoire mérite d'être racontée, ce n'est pas pour nous faire croire au miracle, ni pour nous rassurer avec l'idée qu'une guerre peut s'arrêter d'un seul geste parfait, mais pour nous rappeler que derrière chaque conflit, il y a toujours des êtres humains, et que parfois, ce sont ceux que l'on n'attend pas, ceux qui n'ont ni armes ni pouvoir, qui refusent simplement d'accepter l'inacceptable, qui finissent par faire basculer l'histoire. On se souvient facilement des batailles, des dates, des généraux et des vainqueurs, mais on oublie presque toujours les voies discrètes, les résistances lentes, les combats invisibles, alors même que ce sont souvent eux qui changent durablement le cours des choses, sans bruit, sans gloire immédiate, mais avec une détermination qui laisse des traces bien plus profondes. Si ce genre d'histoire t'intéresse, si tu aimes comprendre ce qui se cache derrière les légendes, si tu veux qu'on continue à parler de celles et ceux qui ont résisté autrement, alors t'abonner à cette chaîne, c'est simplement choisir de ne pas laisser ces récits disparaître dans le silence. Et de continuer, ensemble, à prendre le temps de raconter ce qui mérite vraiment de l'être. Et on se retrouve très bientôt pour une autre histoire.